Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice dans laquelle aujourd'hui l'auteure, compositrice, interprète messine Louise Elie nous présentera son premier album, Ancrage, un album de chansons folk empreint de poésie. Nous ferons le tour des lieux culturels qui rouvrent leurs portes, ce qui nous donnera l'occasion de retrouver Stéphane, avec qui nous ferons le plein de films. Enfin, Tom et le Lord nous feront marrer, comme à leur habitude, avec un tour de magie décalé. Mais tout de suite, je vous propose de plonger au cœur de L'Aube du Diable, premier roman d'Arnaud Zuck. L'avocat au barreau de Metz a décidé de s'inspirer de l'affaire du curé du Ruf pour nous livrer ce polar glaçant. On en parle tout de suite. Bienvenue dans la boîte à malice. Bonjour Maître Zuck. Bonjour Licia. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui chez vous. Il se trouve que pour nous, vous avez tombé la robe et pour cause. Aujourd'hui, on va découvrir une autre de vos personnalités puisque vous êtes avocat au barreau de Metz, mais vous êtes également écrivain. Vous publiez votre premier roman, L'Aube du Diable, paru aux éditions Ex Aequo. Un drame, on peut le dire, qui met en scène un jeune prêtre beau comme un dieu, mais pour le moins diabolique. On va en parler dans quelques instants. Mais avant cela, comment, lorsqu'on est avocat, on devient du jour au lendemain peut-être écrivain, sachant que vous avez l'art de plaider, vous avez l'art de cultiver ce qui relève de l'oratoire. Vous écrivez énormément de conclusions également. Mais bon, de là à passer à l'écriture de romans, il y a tout un monde. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Alors, moi je suis déjà lecteur, à la base, depuis très longtemps. J'ai été bercé dans les Alexandre Dumas, notamment, Jules Verne, depuis l'âge d'une quinzaine d'années. Et mon métier est un métier effectivement d'écriture. Alors même si on rédige des conclusions et des assignations, il n'y a qu'un pas finalement pour se mettre à l'ordinateur et puis écrire un roman. Oui, mais alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment, à 49 ans, on se dit tiens, j'ai envie d'écrire mon premier roman moi, je suis un auteur post-confinement, c'est-à-dire que je me suis aperçu que pendant le confinement, de jeunes écrivains avaient pris la plume pour écrire leurs romans. Et puis, au sortir du confinement, je me suis dit, moi, je vais me lancer aussi. Et je me suis mis à l'ordinateur et j'ai commencé à dérouler cette histoire terrifiante. Oui, voilà. Et cette histoire terrifiante dont vous nous parlez, elle fait écho à un fait réel, puisqu'il s'agit de l'affaire du curé du Ruf, qui s'est déroulée dans les années 50 du côté de Toul. Une affaire abominable dont on va pouvoir parler. Et ça a été le point de départ pour vous? C'est-à-dire comment vous avez vécu, vous, à l'époque, cette affaire? En tout cas, comment elle vous a été relayée? Alors, cette histoire m'a été racontée par ma mère, qui en 56 avait une dizaine d'années. Dans la cour de l'école, ses petites camarades découvrent le crime effroyable de sang commis par ce prêtre de l'Église catholique qui va assassiner l'une de ses paroissiennes, sa maîtresse. Et elle me raconte cette histoire durant toute mon enfance, donc ça reste dans un coin de ma tête. Et puis effectivement, l'année dernière, je me dis allez, je vais me lancer. Et pour me lancer pour mon premier roman, j'ai trouvé que cette histoire était passionnante, était intéressante. Cette histoire est en elle-même un roman. On a tous les ingrédients du roman. Le crime en lui-même n'est qu'un prétexte finalement. C'est pas un livre sur une affaire criminelle. Le crime occupe qu'une dizaine de pages en fin de roman. Je déroule surtout l'histoire tragique de ces deux jeunes femmes qui sont prises dans les filets de cet homme qu'on appellerait aujourd'hui un pervers narcissique, oui. Clairement. L'abbé Brégé. Absolument, tout à fait, que j'ai renommé. Voilà, que vous avez renommé, et donc c'est vrai que vous avez créé toute une salle de personnages qui vont évoluer dans le roman. C'était ça, c'était donner corps un peu à ces personnages, à notre territoire aussi, donner vie à tout cela. On est en 56, on est dans une petite campagne catholique. J'ai changé les noms, j'ai changé effectivement la typographie des lieux. On n'est pas à Uruf dans mon roman, nous sommes à Marchiennes, rien à voir avec la commune du nord de la France. J'ai pas voulu retranscrire effectivement, je ne suis pas allé à Uruf. Je n'ai pas pris connaissance des lieux parce que j'ai voulu me sentir libre. Le romancier, à mon sens, est libre. L'histoire se déroule dans sa tête et pas sur le terrain. Donc j'ai voulu me sentir libre d'écrire mon histoire. Et c'est pour ça que j'ai changé effectivement beaucoup de choses. J'ai rajouté des personnages qui n'existaient pas. J'en ai gardé, j'en ai conservé. Certains personnages ont réellement existé et d'autres ont été imaginés, inventés. Alors cet abbé Brégé, c'est un homme sublime,
autant dire qu'il plaît aux femmes. Il a aussi l'art de séduire son auditoire, il plaît aux villageois. Et c'est un homme aussi qui est avant-gardiste, il est extrêmement moderne, il crée une troupe de théâtre, pardon. Il a vraiment une aura particulière. Tout ça c'est vrai. Tout ça, c'est vrai, c'est la réalité. En 1950, on a ce curé qui arrive dans ce petit village de Lorrain. Il y a 390 habitants. C'est un village, une paroisse qui est en train de s'endormir. Le vieux curé vient de mourir. Et on a ce jeune abbé qui est dynamique, qui a 30 ans, qui arrive, qui va créer une équipe de football. On va le voir courir, effectivement, je raconte toujours cette anecdote parce qu'elle est vraie. On va le voir courir en soutane, relever au-dessus du genou, dribbler sur le terrain de football avec les paroissiens, qui va créer une chorale, qui va créer le cinéma paroissial, qui va emmener tous ces jeunes gens dans le sud de la France, à des stages découvertes, des vacances découvertes. C'est tout nouveau pour eux. Et effectivement, toutes ces choses, tout ce qui va créer, tout ce qui va développer autour de cette paroisse, vont faire de lui un personnage de prestige. Oui, et on n'imagine pas 3 secondes, 2 secondes, que derrière cet homme-là se cache un homme diabolique, finalement. En tout cas, peut-être à la base pas forcément diabolique, mais un coureur de jupons. L'évêché va le muter à Uruf parce que dans sa précédente paroisse, il a fricoté avec déjà des jeunes femmes. Jeunes, moins jeunes, il y a des veuves, il y a des jeunes femmes de 15, 16 ans, 17 ans. Tout le parcours de ce curé, en fait, déjà lorsqu'il arrive à Uruf, est jonché d'aventures amoureuses. Oui. Et ce que vous développez aussi finalement à travers ce roman, c'est le point de non-retour. C'est la question du point de non-retour, la question de l'engrenage aussi. Comment finalement on peut se mettre dans une situation inextricable. C'est précisément le but de son crime. Et il va concevoir son crime parce qu'il ne peut plus se sortir de la situation, du pétrin dans lequel il s'est mis. Ce pétrin, c'est mettre enceinte 2 jeunes femmes. Oui. Pas une, mais 2. Et effectivement, la première va accoucher. Dans le plus grand secret, il va la déplacer dans le sud de la France pour la faire accoucher. Il va lui faire abandonner son enfant. La première a 15 ans, la deuxième en a 18, qui va remettre enceinte quelques mois plus tard, quelques années plus tard. Et celle-ci ne veut pas abandonner son enfant. Et effectivement, ce curé, c'est un point de non-retour, est complètement perturbé par ce fait qu'elle ne veuille pas abandonner son enfant. On voit aussi dans ce livre comment il est compliqué pour l'Église à un moment d'intervenir. On a un procès retentissant quand même en janvier 58, et on a ce curé, ce prêtre, qui, pour le crime effroyable qu'il a commis, ne sera pas guillotiné. Il est clair que n'importe quel autre assassin de ce type serait passé sur la guillotine. Alors, certes, il avait un avocat brillant, mais ça n'a pas suffi. Je pense qu'en filigrane, l'Église a quand même eu un rôle prépondérant. On est en 58, on ne guillotine pas un prêtre catholique. On a un anticléricalisme qui est assez fort en France, au sortir de la guerre, 10 ans après, 12 ans après, et ça fait désordre de passer un prêtre sur la guillotine. Il va faire 20 ans de prison. En 78, il va être libéré. L'Église va prendre soin de lui et va l'exfiltrer dans un monastère pendant 32 ans où le véritable curé d'Uruf va décéder en 2010, à l'âge de 90 ans. Est-ce que c'est la même fin que vous réservez à votre abbé Brégé ? Absolument. J'ai retranscrit pour ça la réalité des faits. J'ai quand même gardé c'est un roman, mais j'ai gardé une trame de fond quand même. J'ai quand même gardé la réalité des faits que j'ai romancé, que j'ai agrémenté de détails de mon imagination. Mais la trame, l'histoire est quand même réelle. C'est vraiment inspiré des faits réels. Pour terminer, pour convaincre les téléspectateurs qui sont en train de regarder l'émission, convainquez-les maintenant, en une petite minute, d'acheter L'Aube du Diable. Alors, L'Aube du Diable, c'est une tragédie. C'est une tragédie réelle, mais surtout L'Aube du Diable, c'est l'histoire de femmes. C'est une histoire de femmes. Je le disais, ce n'est pas vraiment un livre sur une affaire criminelle. L'affaire criminelle n'est qu'en toile de fond. C'est une histoire de jeunes femmes qui croisent effectivement un homme détestable. C'est une tragédie. Et c'est un roman qui est toujours, je le disais encore tout à l'heure aussi, d'actualité, parce que effectivement, c'est une histoire qui est bouleversante. Merci beaucoup de nous l'avoir présenté. On le retrouve dans toutes les bonnes librairies, ici, en Lorraine. Absolument, mais c'est Nancy. Il y a un maillage qui a été bien fait. Et on le retrouve dans toutes les librairies. Eh bien, merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie.
Dans notre boîte à idées cette semaine, on retrouve une invitation à lire une bande dessinée passionnante. Lorraine, Cœur d'acier, histoire d'une radio pirate, libre et populaire, parue chez Futuropolis. À travers l'histoire de cette radio libre, citoyenne, vous allez revivre la lutte des sidérurgistes et de la population contre la fermeture des usines à Longwy à la fin des années 70. Au scénario, on retrouve le Lorrain Tristan Thiel, qui a passé des heures à écouter, réécouter les archives de cette radio et qui a pu constater d'ailleurs combien les propos tenus à l'époque entre aujourd'hui en résonance avec notre actualité. Le tout est servi par le dessin sublime d'un autre Lorrain, Vincent Bailly. Alors il ne vous reste plus désormais qu'à vous rendre dans toutes les bonnes librairies indépendantes pour en faire l'acquisition. Et puis bien sûr, dans notre boîte à idées, on retrouve également une invitation à vous rendre dans les lieux de culture, puisque ça y est, ils rouvrent leurs portes pour notre plus grand plaisir. Pêle-mêle, vous pouvez par exemple vous rendre au Centre Pompidou-Metz pour enfin découvrir la sublime exposition Chagall, le passeur de lumière, une exposition qui explore notamment l'importance du vitrail dans l'œuvre de l'artiste. C'est ainsi que l'on va pouvoir admirer de près la réplique de la rose bleue de notre cathédrale de Metz, mais également des maquettes, esquisses ou toiles du grand maître biélorusse. Le Centre Pompidou qui, dès le 29 mai, dévoilera par ailleurs l'exposition Face à Archimboldo, qui vous permettra de percer le mystère de ce peintre du XVIe siècle. Allez faire un tour sur le site pour être au courant de la programmation dans son intégralité. Et puis bien sûr, les amateurs de spectacles vivants ne seront pas en reste. On pourra par exemple aller faire un tour au Nest, qui notamment propose de passer un dimanche en famille, le 30 mai prochain. Au programme, le spectacle Mange Terronce de la compagnie Moquette Productions, un spectacle d'ombre qui, dit-on, assoit le spectateur sur des charbons ardents. Vous allez adorer. Le spectacle sera suivi d'un brunch, mais également d'une sieste sonore ou encore d'un atelier à destination des enfants qui, avec les membres de la compagnie, vont pouvoir réaliser des marionnettes d'ombre à articuler. Tout cela se passe donc le dimanche 30 mai du côté de Nest Théâtre. Et puis bien sûr, on peut désormais retourner au cinéma, enfin se replonger dans les salles obscures. Et nous, on n'a pas résisté à l'envie de retrouver notre monsieur ciné à nous, Stéphane, pour qu'il nous dise un peu comment faire le tri dans tous les films qui nous attendent. Et puis vous allez voir, ils sont nombreux. Il y aura beaucoup de films pour la réouverture au club le 19 mai. Déjà, puisque pendant 6 mois, les films se sont accumulés sur les étagères et qu'il va y avoir pas loin de 450 films en attente dans toutes les salles de France. Donc ça fait beaucoup de films et un embouteillage à venir assez important. Pour le 19, la réouverture, on va reprendre essentiellement des films qui ont été sacrifiés par le deuxième confinement en octobre dernier. Notamment des films comme Adieu les cons. Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point? Oui, ça c'est normal. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Je m'excuse, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire alors? Ça peut prendre du temps. Oui, c'est-à-dire j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons. Attends. 700 000 entrées en première semaine et puis deuxième semaine terminé. Le film est rentré chez lui pour cause de deuxième confinement. ADN, le film de Maïwenn qui lui a connu que 2 jours d'exploitation, donc on va reprendre tous ces films-là en espérant que les gens se déplacent aussi massivement qu'ils s'étaient déplacés au mois d'octobre. C'est vrai que la situation est inédite. Ces films sont à la fois des films, des nouveautés puisqu'ils ont été exploités soit 1 semaine, soit 2 jours, et puis en même temps, ça fait quand même 6 mois qu'on en a beaucoup parlé. Donc c'est en termes d'exploitation des anciens films qui ont plus de pratiquement une demi-année. Donc on ne sait pas comment les gens vont réagir. Est-ce que les gens vont se déplacer massivement pour revoir Adieu les cons ou pas? Et puis il y a aussi des films qui ont connu aucune sortie, comme Mandibule, le film OVNI de Quentin Dupieux. T'as entendu ça? C'est strange, non? Ouah, c'est une mouche? Mais non. Ah si, putain, c'est une mouche. C'est un film complètement barré pour ceux qui connaissent les films de Quentin Dupieux. C'est avec les 2 mecs du Palmal Show, l'histoire des types qui découvrent une mouche géante dans leur coffre de leur voiture. Et voilà, il y a toute une histoire à la fois drôle et surréaliste pour ce film. Moi, j'aime beaucoup le film. C'est vraiment complètement barré et c'est complètement hors norme. Je les ai invités pour combien de temps, les 2 crados là? Ce soir, j'ai préparé des paupiettes de dinde. Elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski. Depuis, elle parle comme ça, quoi. Bon appétit à tous. Mais c'est fou dans cette chambre enfermée comme ça. Je sais pas, rien. Hey, tu regardes pas mes poitrines? Dans tes rêves, hein. Y a un truc qui craque, les 2 gars là. Ça crame. Puis il va comme y avoir 2 nouveautés.
Falling, le film de Viggo Mortensen, c'est à la fois avec lui et réalisé par lui. C'est l'histoire d'un rapport entre son fils et un père qui a atteint d'Alzheimer et qui devient complètement fou. Et puis il y a L'étreinte, en fait, qui lui n'a jamais connu de sortie, il n'a jamais été prévu, donc il est programmé pour la première fois le 19 mai. Un film avec Emmanuel Béard, qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps, et Vincent de Diem. C'est l'histoire d'une femme de 50 ans qui est veuve et qui est en train de rechercher un nouveau souffle à sa vie et qui, au contact en fait, d'étudiants, parce qu'elle va reprendre ses études, va retrouver comme ça une nouvelle vie, de nouvelles envies. Et ça, c'est à la fois une comédie, à la fois un film dramatique. C'est un film assez sensible et on espère que ça va bien marcher. Et t'as rencontré personne depuis? T'as pas fait l'amour depuis quand? Non mais oh, ça va pas, non? Mais t'inquiète, hein, ça s'oublie pas. Je voudrais du Doliprane 1000 et une boîte de préservatifs, s'il vous plaît. Une boîte de combien? 6 ou 12? 12. 12. J'espère qu'il est vraiment mignon, quoi. Il avait l'air mieux que les autres, en tout cas. Tu peux peut-être venir, alors? Oh mon Dieu. Excusez-moi, c'est la première fois que je le fais avec quelqu'un que je connais pas, donc... Ouais, c'est pas grave. Le cinéma rouvre le 19 mai, il va y avoir, on recommence à reprogrammer tout un tas d'événements. Il va y avoir une visite d'équipe d'un film qui s'appelle 12 France, qui va avoir lieu fin mai. Il va y avoir évidemment le festival du film subversif qui va arriver début juin. Et puis au mois de juillet, on a déjà programmé pour l'ouverture du festival de Cannes, la retransmission en direct de la cérémonie d'ouverture et puis l'avant-première du nouveau film de Léos Carax qui s'appelle Annette, avec Adam Driver et Marion Cotillard. Donc voilà, il va y avoir plein d'événements et plein de nouveautés à suivre pour la réouverture des cinémas. Et pour avoir toutes les informations concernant la programmation du club, allez faire tout simplement un tour sur le site qui est apparu à l'écran. Et celles qui rouvrent également leurs portes, eh bien, ce sont les salles de concert, comme celle de l'Arsenal, à Metz, qui va accueillir le trio franco-allemand R.L. Besson, Sébastien Sternal, Jonas Burgwinkel, la trompettiste R.L. Besson, qui fait partie des jazzwomen les plus inspirées en France en ce moment. Elle est en résidence à la Cité musicale Metz, où elle déborde d'énergie, d'originalité, et où elle va livrer des compositions envoûtantes. Écoutons là un extrait pour se faire plaisir. Rendez-vous mercredi 26 mai à 19h à l'Arsenal de Metz pour un grand bain de jazz, ça va faire du bien. Et puis bien sûr, rendez-vous sur le site de la Cité musicale pour vous tenir au fait de leur actualité. On poursuit en musique avec maintenant l'auteur-compositrice-interprète messine Louise Elie qui nous livre aujourd'hui un premier album poétique à souhait, Ancrage, un album de chansons folk, décryptage. Jamais tu n'aurais pensé te retrouver à 6 pieds sous terre. Jamais tu n'imaginais te retrouver assis là, dans ta colère. Louise Elie, c'est l'histoire d'une jeune femme qui fait corps avec sa guitare. Une artiste à part entière, qui aime écrire, un carnet toujours à portée de main pour y déposer des mots, des bribes de phrases, qui plus tard donneront naissance à des chansons folk. 12 d'entre elles composent aujourd'hui son premier album, Ancrage. De quoi imaginer qu'à 26 ans, elle a trouvé ses marques, mais pas seulement. Dans cet album, j'ai fait beaucoup de retours en arrière vers mon enfance et j'ai repris l'accordéon en fait pour cet album. Pendant ces derniers mois, j'ai refait beaucoup de choses que je faisais quand j'étais enfant. Je me suis remise au monocycle par exemple. Et en fait, cet album, c'était vraiment un condensé un peu de tout ce qui m'était arrivé avant et qui aujourd'hui est un peu un point de départ et ce point d'ancrage justement que j'avais envie de mettre en avant. C'est en silence que l'on devient. Revenir en arrière et explorer les relations humaines, l'amour, l'amitié, évoquer le deuil aussi avec cette poésie sibylline qui la caractérise et que chacun est libre de s'approprier. Je pars de choses qui m'arrivent, qui sont assez personnelles quand même, et la dimension peut-être plus poétique, c'est pas pour distancer les gens, mais c'est pour permettre une interprétation en fait plus variée. Je mets pas de nom de lieu ou de nom de gens dans mes chansons, justement pour que ce soit plus large en fait. Et j'aime bien en fait juste ouvrir le champ de tous les possibles, on va dire. J'aime bien le fait d'être imprégné d'un moment et vraiment de vivre ce moment-là
et qu'après la chanson elle est finie et j'y reviens pas. Et quand les murmures de la mer vaincront et quand le futur de la terre saura que même au pied du mur on ne se retrouvera pas. Si la guitare et la voix prédominent, les percussions, mais également les notes d'accordéon, d'harmonica, de ukulélé viennent s'y mêler, car Louise Elie a plus d'une corde à son arc. Multi-instrumentiste, elle s'épanouit dans la création au sens large. C'est donc tout naturellement qu'elle a pris stylos et pinceaux pour réaliser elle-même sa pochette et son livret. J'avais envie de faire tout vraiment de A à Z et donc j'avais envie pour chaque chanson de faire une illustration qui aille avec. Et voilà, donc c'est assez simplement que j'ai fait aussi la pochette, etc. Et même sur les réseaux, j'aime bien faire mes illustrations en fait. Donc c'est parce que je vois vraiment ce projet comme quelque chose, comme un ensemble. Et il y a celui-là donc, qui fait référence, donc c'est à la chanson Débris. Et je l'ai dessiné juste après avoir tourné le clip donc, avec Giovanni Di Legami. Donc c'est en fait cette silhouette-là, elle est dans le clip en fait, c'est un tout petit moment du clip. Que tombe sur mon passage la pluie de nos orages. Que tremble sur mon passage le vent de ton courage. Il y a celui-là que j'aime bien, du coup qui illustre la chanson Hier, qui est en featuring avec le groupe Liara. Car pour cet album, Louise Elie a souhaité inviter quelques amis. C'est ainsi que Guillaume Crété, qui avait déjà participé à l'EP Là où commence l'oubli, s'est chargé des basses. L'enregistrement s'est quant à lui déroulé dans le château de Faverolles, en Haute-Marne, sous la houlette d'Alexandre Doisney. Des conditions d'enregistrement idéales, réunies grâce à la victoire du tremplin Jukebox par Louise Elie l'année précédente. Ne reste plus maintenant à Ancrage qu'à larguer les amarres pour voguer vers son public. Et la poussière s'étend sur les brancards au ras du sol, vidé de tout soupçon de vie, même nos cœurs sont envahis. Et la poussière s'endort dans les dortoirs de nos vies, même nos peurs auront vieilli. Et de la terre je prends le pli. Et il est là, l'album de Louise Elie, que vous pouvez vous procurer en version physique, mais également via toutes les plateformes de téléchargement. Et il ne vous aura pas échappé que le reportage a été réalisé à l'aérogare Station Lothaire, à Metz, dont la terrasse aux aires de Guinguette est désormais accessible. Alors si la programmation officielle ne reprendra qu'à la rentrée prochaine, notez toutefois que des soirées DJ et que d'autres surprises encore pourront vous attendre. C'est vrai qu'à l'aérogare, il y a quand même un petit air de vacances qui plane, on s'y sent bien, alors n'hésitez pas à aller y faire un tour. Pour clôturer cette page musicale, je vous propose de le faire avec les Beatles, car il se trouve que la commune d'Urbana, dans l'Illinois, aux États-Unis, a décidé, avec la ville de Thionville, avec laquelle elle est jumelée, eh bien, d'enregistrer un titre musical avec 50 musiciens français et américains. Ce titre, c'est Let It Be. On l'écoute. In my hour of darkness, she is standing right in front of me. Speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Let it be, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. Let It Be, un clip collaboratif réalisé avec la ville d'Urbana dans l'Illinois aux États-Unis et la ville de Thionville afin de récolter des fonds pour venir en aide aux familles endeuillées par la crise du Covid. N'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube pour voir le clip en intégralité. Et sans transition, je vous propose maintenant de vous marrer et d'être complètement épaté, de ne pas en revenir puisqu'on va retrouver nos deux trublions de service, Tom et le Lord. Voyons tout de suite ce qu'ils nous ont réservé. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer le fameux tour de la carte transformée en montre. Maintenant, voici l'explication. Donc pour ce tour, vous l'avez compris, il vous faut une carte. Très important, il faut choisir le 8 de cœur, sinon cela ne fonctionne pas. Une montre en or blanc. Du fil de pêche. Pour l'explication, nous allons utiliser ce fil qui est bien plus visible. Un pic à brochette sans brochette. Une pomme. Un scotch jaune à double face. Et le plus important, un frigo blanc récupéré à la casse. Surtout, choisissez un frigo de petite taille pour qu'il soit assez discret quand vous allez l'utiliser sur scène. Et donc maintenant, voici la préparation inter giga méga supra secrète. Vous prenez le pic à brochette, vous faites un trou dans la pomme comme ceci et vous faites passer
le fil à travers. Et vous obtenez ceci. La pomme est attachée directement à la montre. Ensuite, vous prenez le double face que vous placez sur l'avant-bras. Ensuite, vous prenez ce fil toujours. Et vous allez attacher la porte du frigo. Vous pouvez l'attacher ici, où vous voulez, voyez. Et vous attachez la carte à la porte du frigo. Donc voici maintenant la présentation. La pomme est sous ma main, tenue par le pic à brochette. Et la montre est reliée directement au double face qui est sous mon avant-bras. Tom va frapper la porte du frigo avec son pied droit. Une frappe à la Benjamin Pavard. Aussitôt, il va tirer le pic à brochette, la pomme va tomber et entraîner la montre. Et maintenant, voici la présentation. Maintenant, vous pouvez le refaire à la maison. Bah, décidément, avec Tom et le Lord, il faut être sacrément bien équipé pour faire de la magie. N'hésitez pas à les suivre sur Instagram et retrouvez-les dans la boîte à malice dans 15 jours pour de nouvelles aventures. La boîte à malice qu'il est d'ores et déjà temps de refermer. Je vous propose de le faire en musique, comme toujours, avec le faiseur de chansons messin, Oli Sancho, qui nous livre un 6e album, Âme éternelle. Il sera disponible à partir du 9 juin. Oli Sancho sera également en concert le 11 juin prochain au Café Culture Le Gueulard à Nilvange. En attendant, je vous propose de plonger dans son univers folk à souhait avec ce titre, Michaela. Allez, bye bye. Tu disais que plus rien ne pourrait te surprendre, que de tous les feux aucun ne survit dans les cendres, que tous les mots sont vains et les hommes inhumains, que tout est incertain et que tu ne sais pas si demain, oh Michaela, n'éprouvait aucun besoin, oh Michaela, était déjà loin. Tu parlais d'un enfant et d'une bonne situation, et tu es seul à présent, il ne te reste que l'illusion. Tu t'es battu pourtant, mais il n'y a rien devant, et tu ne vis seulement que